Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Businesswoman. Ce mois-ci, coup de projecteur sur ces femmes qui évoluent dans l'univers de l'artisanat. On les appelle les artisanes. Elles sont coiffeuses, bouchères, électriciennes, paysagistes ou encore serrurières. Au total, plus de 250 métiers sont répertoriés dans ce domaine parmi 3 millions d'artisans en France. Leur point commun ? Un travail manuel, un savoir-faire à transmettre, une proximité avec le client, mais aussi une peur de se lancer et des emplois à pourvoir. Aujourd'hui, nous allons justement développer les exemples de réussite de deux jeunes femmes. Séverine Prousteau, vous êtes maçon à la tête de votre entreprise Rénov Perfect en Indre-et-Loire. Bonjour. Émilie Kremer, vous êtes fondatrice de Santescale, un site de mise en avant d'objets artisanaux fabriqués un peu partout dans le monde. Bonjour. Vous, Émilie, comment vous avez été reçue en tant que femme et chef d'entreprise au Maroc, en Laponie, face à ces artisans ? Les artisans, je trouve, ne focalisent finalement que très peu sur le fait que ce soit une femme qui vienne les voir. Après, c'est plutôt sur un âge qu'ils ne me prêtent pas forcément. Ils me pensent plus jeune souvent que je ne le suis. Et du coup, ils ont une bienveillance naturelle. Vous avez toutes les deux la trentaine, je précise. C'est plus le fait, en fait, d'arriver et de voir quelqu'un arriver un peu au milieu de nulle part. Ça arrive quand même comme ça d'être sur un village avec très peu d'habitants et d'arriver auprès de quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas de rendez-vous, vous venez non, vraiment, le but, c'est vraiment que, dans un premier temps, en tout cas, j'arpente et ça va vraiment fonctionner au coup de cœur. Donc, dans ces cas-là, je tombe sur un artisan qui peut être surpris par ma présence, par ma simple présence. Et pour vous, Séverine, en termes de mentalité aujourd'hui, est-ce qu'on s'éloigne des idées reçues qu'on a ? Vous êtes quand même une des rares femmes maçons. Comment ça se passe avec vos clients ? Très bien. J'ai rien à redire, très bien, malgré... toutes les personnes qui m'ont dit « Ouh là là, le bâtiment, c'est très macho, c'est très... Et en fait, la relation se passe très bien, il n'y a aucun souci. La première approche, elle est souvent au téléphone, quand ils m'appellent. Donc là, j'évite. Alors souvent, ils sont un peu... c'est la secrétaire, ils sont pas trop... Donc moi, j'évite ce que je fais, c'est que je parle à l'impersonnel. Quand même, du coup. Vous ne pour dévoilez pas tout de suite. Pour pas les freiner dans la première démarche, parce qu'au téléphone, bon, on raccroche et voilà, terminé. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Oui, de me dire, est-ce qu'il pourra passer ? J'ai dit, donc moi j'ai répondu, ça sera possible de passer. J'ai pas dit il, parce que je veux pas leur mentir non plus. Je suis fière de mon métier. Donc, mais j'ai dit oui, ça sera possible de passer. Le rendez-vous, on peut le programmer pour demain. Et là, une fois que j'arrive, c'est une femme. Bon, mais là, le contact est établi déjà. Je suis là, on parle ensemble. Ils voient que je suis professionnelle, même en étant une femme, que je sais de quoi je parle. Et ça se passe très bien. Après, c'est bon. J'ai peut-être même plus de... Au niveau chantier, les femmes, parce que j'ai souvent... j'ai affaire au mari, souvent. Quand je suis chez des particuliers, la famille, c'est le mari qui va s'occuper des travaux. Un peu plus, voilà. Et donc, j'ai un contact... Les femmes s'intéressent plus, du coup. Parce que j'ai un contact avec aussi la cliente. Et elle ose plus peut-être poser des questions. Et donc, ça se passe assez bien. Et vous avez déjà eu un cas où, justement, vous n'avez pas pu concrétiser un travail ou un client... Une fois, oui. Parce que je n'ai pas parlé à un personnel. En fait, dans l'urgence, bon, je faisais un enduit vite fait. J'avais rendez-vous. Je voyais que le rendez-vous, je n'allais pas pouvoir l'assurer. Donc, j'ai rappelé le monsieur. Et j'y ai dit... là, j'ai été un peu trop vite dans ma pensée. Et j'ai dit, je suis en train de finir l'enduit. Et il m'a dit, je vous rappelle pour vous dire quand. Et il n'a jamais rappelé. Je pense que de comprendre que c'était moi, en fait, est-ce que c'était une arnaque, est-ce que quoi, il a eu peur. Je pense qu'il a eu peur. On va parler rémunération maintenant. Séverine, est-ce que ça a été assez rapide pour vous d'avoir une rémunération, d'être indépendante, notamment de Pôle emploi ? Alors, moi, je partais de Pôle emploi, donc c'est vrai qu'il vous propose deux options. Soit le montant de vos droits, il vous verse 50% dès le départ, donc si vous avez besoin d'un crédit pour un véhicule ou quoi que ce soit.
Ou alors vous conservez, tous les mois, vous actualisez et vous conservez toujours votre indemnité Pôle emploi. J'ai choisi la deuxième option. Je n'avais pas essentiellement besoin d'investir tout de suite, puisque j'avais déjà du matériel, tout. Donc j'ai choisi ça parce que déjà, ça vous rassure un peu. Vous dites, si jamais ce mois-ci je ne fais pas de chiffres, j'ai quand même à la fin du mois quelque chose qui tombe. Donc, et petit à petit, ils vous complètent toujours. Ils vous complètent à eux leur base qu'ils ont eux. Donc les mois où ils ne complètent pas, c'est rassurant parce que vous dites j'ai réussi toute seule. Après, petit à petit, les droits s'amenuisent. Et là, je me suis désinscrite au 31 août. Et tout ça sous quel type de statut? Micro-entreprise. D'accord, pourquoi ce choix? C'est ce qui m'est venu déjà tout de suite, étant donné que je suis toute seule. Donc j'ai pensé artisan, donc micro-entreprise tout de suite. Et puis c'est vrai que pour commencer, en ayant déjà le Pôle emploi qui me versait tous les mois le complément si jamais j'y arrivais pas, on paye nos charges au fur et à mesure, on ne travaille pas, on ne paye pas. Donc c'est toujours... j'ai eu en plus, en étant demandeuse d'emploi, j'ai eu droit à l'ACRE qui vous réduit encore les charges. Les premières années. Donc ça vous rassure. Années. C'est vrai que vous avez peur, donc ça vous rassure parce que vous êtes toujours dans le doute. Toujours, on en revient toujours au doute. Donc ça vous rassure quand même. Il faut s'accrocher. Voilà, il faut s'accrocher, il faut y croire et il faut foncer. C'est ce que vous avez fait aussi, Émilie, une micro-entreprise? Oui, alors moi c'était un petit peu différent parce que la micro-entreprise concrètement elle existait depuis 2010. Parce que lorsque j'étais journaliste, je faisais aussi du rédactionnel donc autre que journalistiquement, qui nécessitait la création d'une entreprise et ça a été une micro-entreprise. Donc pendant plusieurs années, la micro-entreprise a existé sur du service et j'ai fait basculer la nature de mes activités principales début 2016 d'une micro-entreprise de service vers une activité commerciale. Et j'ai bénéficié de l'ACRE également, mais de l'ACRE au moment où j'ai créé la micro-entreprise pour les services en 2010. Et donc en 2016, il y a eu cette évolution naturelle. Plus d'actualité. Ouais. Voilà, et ça m'intéressait de continuer à être micro-entreprise parce qu'effectivement, on ne paye pas de charges lorsqu'il n'y a pas de chiffres, par exemple. Et il y avait cette légèreté structurelle qui était quand même intéressante pour moi. Et après, par rapport à la rémunération, vaste question. Justement, est-ce que vous avez eu besoin d'une trésorerie pour vous lancer? Oui, alors je me suis lancée sur fonds propres. Alors effectivement, une trésorerie, l'avantage c'est que la trésorerie n'étant pas très importante, et c'était volontaire aussi, je voulais absolument limiter les risques. Le but aussi, c'était de ne pas fonctionner sur un système de dépôt-vente avec les artisans, mais de directement créer un stock ici pour leur donner du cash. C'est très bête, mais effectivement, les payer directement. Donc j'y suis allée progressivement. Donc ce sont des investissements qui en général assez faibles. Oui. On est vraiment sur un ratio qui ne dépassait jamais 5 000 € d'investissement avant qu'il y en ait un suivant. Vous fonctionnez par roulement. Exactement, à chaque fois qu'il y avait un investissement, ensuite vous vendiez, puis ensuite vous faisiez le réassort. Alors ça permet, il y a deux avantages. Ça permet d'éviter de se mettre en danger. Et puis l'autre avantage, c'est que vu que je fonctionne sur une saisonnalité et quand même sur des articles qui sont soumis à des effets de mode, ça permet aussi d'aller sur un renouvellement des produits et donc de ne pas avoir de lassitude auprès de la clientèle et de ramener de la nouveauté tout simplement. Et après, la rémunération, pour l'instant concrètement, je ne me paye pas. Mais je ne me mets pas en danger dans la mesure où ce qui est investi rapporte suffisamment d'argent pour réinvestir sans creuser et je me paye parfois modérément pour pouvoir couvrir des frais très classiques sur un mois, mais pas plus. Et qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer? Ça va être, oui, beaucoup de travail, mais qu'on peut se décourager aussi, qu'il ne faut pas se décourager, qu'on va douter. Je pense que oui. Au quotidien, on va douter, à dire est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'on s'est embarqué, parce qu'on embarque aussi artisans, on embarque notre famille avec, on embarque tout le monde. Donc est-ce que on a fait le bon choix? Je pense que le doute, mais bon, après ça passe. On retourne sur le chantier, c'est bon, ça passe, on sait que c'est ça. Oui, il faut apprendre à vivre avec le doute, parce que le doute, il est omniprésent. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas tout le temps. Alors, ce n'est pas forcément, pour ma part en tout cas, des très hauts et des très bas, mais c'est tout le temps. C'est des petits hauts et des petits bas perpétuellement, donc des micros remises en doute, parfois même sur quelque chose de totalement futile, mais qui peuvent générer une crainte réelle ou pas. Donc, et au-delà de ça, qui peuvent aussi décourager de nombreuses femmes à se lancer dans ce secteur, dans l'artisanat.
l'artisanat, alors que quand même les besoins sont réels. C'est un secteur qui pèse 300 milliards d'euros par an, plus de 100 000 emplois qualifiés à pourvoir chaque année, dans ce qui constitue la première entreprise de France. C'est pas rien. Les reconversions sont de véritables opportunités dans ce secteur. On trouve quand même aussi de plus en plus de femmes, de 11 à 23%, donc c'est passé de 11 à 23% en 30 ans le nombre de femmes dans le secteur, dirigeantes donc d'entreprises comme vous. Et pourtant, on a toujours un peu cette image des femmes artisanes qui ont des charges lourdes à porter, qui ont des difficultés. Je pense à vous, du coup, Séverine. Comment ça se passe à ce niveau-là? Bon, de nos jours, je pense qu'on y arrive. Ça aurait été il y a 40 ans, une journée de pelle, de pioche, vraiment manuelle. Bon, c'est vrai que physiquement, ça aurait été compliqué. Mais bon, maintenant, je pense il faut se donner les moyens, il faut réfléchir un minimum. Et puis, on peut louer des machines, il y a les nouvelles technologies, tout ça qui nous permettent au contraire, d'y arriver. Voilà, il faut s'en servir, il ne faut pas hésiter. Et ça nous soulage. Et bon, tant qu'on a le courage avec ces machines-là, c'est bon. Ces femmes qui nous écoutent, également les hommes, ont besoin de conseils aussi, de votre expertise. Séverine, si vous deviez leur en donner des conseils à ces femmes qui hésitent à se lancer dans l'artisanat, ce serait quoi? Eh bien, de ne pas hésiter, tout simplement. Il faut qu'elles foncent. Il ne faut pas écouter autour de soi. Les proches, oui, très proches. Vous écoutez vos proches. Voilà, moi, j'en ai parlé en premier avec mon mari, avec mes enfants, avec ma mère, mon beau-père, voilà. Mais je n'ai pas été plus loin. Parce que des gens, ils vont vous dire « Ah, vas-y, fonce, fonce », et puis vous n'y arrivez pas, on le savait. Ils vont toujours parler, il faut foncer. Vous avez une idée, vous foncez. Vous savez, moi je dis toujours, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc vous essayez, vous tentez, ça ne marche pas, et ben tant pis, vous ferez autre chose de toute façon. Donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Vous avez après, si vous êtes bien sûr de vous et on va dire... vous savez tout de suite ce que vous voulez faire, comment y arriver, foncez toute seule. Après, il y a plein d'organismes pour vous accompagner. Vous passez à la Chambre des métiers, à la CCI, vous passez un peu partout, au Pôle emploi, vous passez... Et puis on est dans une génération aujourd'hui de jeunes en tout cas qui peuvent se lancer dans des métiers plus artisanaux alors qu'à l'époque c'était encore un peu plus... c'était mal perçu en fait, Émilie, c'est ce que vous disiez. Vous. Bah oui, sur nos générations de trentenaires en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir les parents que j'ai, je le dis toujours, parce qu'ils ne me bloquaient pas dans l'absolu si je voulais faire un métier manuel alors qu'il y avait une espèce de complexe culturel et j'ose dire même éducatif de la filière technique et manuelle, malheureusement. Et j'ai l'impression aujourd'hui que nous arrivons sur quelque chose d'un petit peu plus ouvert par rapport à ça. Et je suis sûre que des émissions de télé, par exemple, qui ont beaucoup axé sur les métiers de la bouche ou d'autres métiers, des métiers aussi du bâtiment, ont décomplexé une génération plus jeune que nous à oser revendiquer qu'ils veulent faire ces métiers-là. Ça, j'en suis sûre. Vous êtes toutes les deux sur une très belle lancée. Quels sont vos projets à moyen et long terme, Séverine? Alors mes projets, c'est d'évoluer bien sûr, donc de m'agrandir, après pas trop non plus. Je ne veux pas devenir une entreprise qui travaille juste vite, voilà. Il faut aller vite, il faut faire du rendement. Ça, c'est ce que vous n'aimiez pas justement dans certaines grandes entreprises. Il faut, parce qu'on laisse de côté certaines choses, la relation client, la finition, les choses comme ça, parce qu'on n'a pas le temps. Donc ça, je ne veux pas, mais arriver à embaucher après pour aussi me donner un peu de temps. À embaucher une personne et un apprenti, parce que je voudrais bien aussi pouvoir transmettre ça quand même, transmettre et pas transmettre juste à savoir rouler une brouette ou casser un mur. Souvent les apprentis, je veux passer du temps pour l'apprenti pour vraiment y apprendre. Vous choisirez peut-être un homme, une femme ou ce qui se présentera, je pense. Je ne suis pas fixée, je veux pas les femmes au pouvoir et je veux pas non plus le bâtiment pour les hommes. Non, ce qui se présentera. Ça dépendra de la personnalité, des compétences. Les compétences, la personnalité. Je vois la personne, je vois pas l'homme ou la femme. Et pourquoi pas à long terme, oui, aller plus dans la formation. Et pour vous, Émilie ?
Poursuivre avec la boutique parisienne, effectivement, optimiser le site internet. Il va y avoir l'arrivée de la deuxième escale, parce qu'on parlait de Laponie, mais c'est vrai qu'elle arrive sur le mois de novembre. Donc le site doit évoluer aussi avec cette évolution naturelle de la marque. Et puis l'idée aussi, ce serait de développer le fameux storytelling dans toute l'histoire qu'il y a autour des articles et autour des destinations. J'ai le rêve d'une chaîne YouTube avec de la vidéo. Il y a aussi des projets qui devraient se matérialiser de boutiques vraiment dédiées à Saint-Escale dans deux... En France ? Oui, une sur Paris et une en proche banlieue sur des zones qui ont pour but de dynamiser commercialement tout l'environnement. Et pour partager de manière encore plus directe qu'avec l'e-shop vos expériences et vos relations avec les artisans. Oui, puis avoir un espace aussi un petit peu plus important pour pouvoir, au-delà des articles, exposer par exemple des photos, exposer vraiment la marque d'une manière culturelle. Ça, c'est un souhait vraiment profond. Ouais. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Pour information à celles qui seraient intéressées, il y a également le site femmesdelartisanat.com de la MAF Pro, un site communautaire pour les femmes donc de l'artisanat sur lequel vous pouvez vous renseigner et avoir de nombreuses informations et échanges. Merci aux chambres de métiers de l'artisanat. Merci à Séverine. Merci à vous, Émilie, de nous avoir fait voyager et découvert votre univers à toutes les deux. Belle continuation dans vos projets. De votre côté, j'espère que cette émission vous a plu. Vous avez désormais toutes les clés pour vous lancer ou vous perfectionner, chères artisanes. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle thématique et concrétiser ensemble vos ambitions. Et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est